Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Effet Pangolin, le talk du festival Atmosphère, un lieu où dialogue en toute liberté la science, l'art et le militantisme. Et justement, aujourd'hui, une émission particulièrement militante, ça je peux vous le promettre. Alors nous remercions bien évidemment l'Info Durable qui nous accompagne chaque semaine et vous pouvez retrouver l'émission sur l'ensemble de leurs réseaux sociaux, en particulier sur leur page Facebook, tout comme sur les pages Facebook et la chaîne YouTube du festival Atmosphère. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Chaque semaine, je suis accompagné de Monsieur Frédéric Sigrist. Comment ça Bonjour va? Sébastien. Ah, mais moi je suis très content. Tu as dit que ça allait être une émission très engagée et forcément je me devais d'être là. Oui, d'autant que là, tu n'es pas du tout engagé aujourd'hui, puisque d'habitude, tu as une chronique. Là, c'est totale liberté, tu ne fais pas de chronique Mais aujourd'hui. non, mais tu sais, c'est le monde d'après qui m'a rattrapé et tout. Et ils se sont tous réveillés. Ils m'ont demandé en une semaine de rattraper 2 mois de confinement. Donc forcément, il arrive un moment, embouteillage de chroniques et de papier à écrire, comme si j'avais des trucs intéressants à dire en plus. Voilà donc les fausses excuses du jour. Merci Frédéric, en tout cas, Ah, comme c'est comme ça que d'habitude. tu le prends. Oui, je le prends comme ça. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Nos invités aujourd'hui racontent chacun à leur façon une nouvelle lecture du monde, que ce soit dans le journalisme, l'art ou l'associatif. Ils portent tous un discours militant pour plus de justice sociale et climatique dans la société. Et notre grande témoin du jour est journaliste à Mediapart, écoféministe. Elle a publié Je crise climatique aux éditions de la Découverte. Bonjour Jadine Garde. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, ça va bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée. On est ravis de vous accueillir. Première question, est-ce que selon vous, la crise que l'on traverse actuellement, associée à ce virus et à cette maladie, le Covid-19, a mis enfin en évidence des choses qui vous sont chères, le lien entre l'écologie et le social? Oui, ça a mis globalement, à mon sens, en lien le comportement prédateur que nos sociétés et nos pratiques ont sur ce qu'on appelle la nature, puisqu'on a bien vu qu'à l'origine, le passage de ce virus d'animaux aux humains s'est passé dans des lieux d'exploitation, en fait, animale et dans des lieux de forte industrialisation, et qu'il y a eu comme un domino, et que toute cette pandémie ça, la conséquence qui a été le confinement ont eu des effets sociaux dramatiques, massifs et dramatiques. Donc oui, moi je le lis comme ça, mais en même temps je suis très frappée, je ne sais pas à vous, mais je suis très frappée par le fait que cette interprétation écologique, écosystémique de la crise provoquée par le Covid-19, c'est peu entendu en fait pendant les 2 mois de Parce que confinement, et qu'on en parle plus maintenant, mais moi je trouve que ça a été assez absent. Donc à mon avis, c'est un des enjeux du déconfinement de faire vraiment mieux comprendre en fait les causes structurelles et systémiques de cette situation. Ouais, c'était le sens de ma question et on va en parler bien sûr et on va développer pendant cette émission. À vos côtés, un dessinateur de BD, ancien chercheur en sciences cognitives. Il a notamment publié l'année dernière au Seuil la BD La recomposition des mondes, où il raconte avec conviction et de l'humour absurde la vie de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alessandro Pignocchi, bonjour. Bonjour. Quel est le lien entre le métier de chercheur que vous exerciez et celui d'artiste militant que vous êtes devenu? Il n'y en a pas. Aucun. Vous avez une autre question? voilà. Non, vous avez du temps à perdre, je peux essayer de faire un lien. Alors, je faisais de la recherche sur l'appréciation des œuvres d'art et j'ai essayé de développer une théorie d'après laquelle on apprécie les œuvres d'art en reconstruisant toujours une démarche intentionnelle derrière l'œuvre. Et je défendais l'idée d'après laquelle les œuvres d'art sont les objets de notre environnement qui stimulent de la façon la plus complexe nos processus d'attribution d'états mentaux. Et je comptais faire un peu dévier ma recherche académique vers l'expérience de la nature au sens large, c'est-à-dire des espaces faiblement marqués par les intentions humaines. Donc il y avait une espèce de continuité. Mais cela dit, je pense que ça n'aurait pas du tout réussi d'aborder ces questions-là avec les outils de la recherche académique. Et il se trouve que par ailleurs, je n'avais pas de poste fixe et je commençais sérieusement à perdre la foi dans la recherche. Et du coup, j'ai fait ma conversion vers la bande dessinée. Et je dois dire qu'on s'y marre quand même plus que dans la recherche en sciences cognitives. Mais sinon, il n'y a pas de lien plus direct que ça, quoi. Ouais, Il y a une certaine forme de schizophrénie de faire le saut entre les deux.
Et enfin, une journaliste qui a investi beaucoup de son temps dans une autre zone à défendre actuellement. Elle fait partie du collectif Karma, qui a milité contre le complexe EuropaCity dans le triangle de Gonesse, en Seine-Saint-Denis. Un énorme projet de complexe de loisirs et commercial qui devait prendre la place de 670 hectares de terres agricoles. Le projet a été annulé en novembre, mais ça n'est qu'une première étape, bien sûr, puisque Karma a une vraie vision pour cette zone en milieu urbain. On va en parler aujourd'hui. Bonjour Alice Leroy. Bonjour Sébastien. Alors vous aussi, je crois que vous avez une ZAD, mais seulement le dimanche. Oui, c'est ça. On a été très inspirés par la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Beaucoup de membres du collectif s'étaient rendus pour défendre ces terres contre le projet d'aéroport. Et donc, une des façons pour nous de faire connaître ce projet, Karma, c'est d'occuper un champ et de le cultiver. Et on le cultive maintenant depuis 3 ans. Et la ZAD, c'est le dimanche. Ouais, parce qu'en fait, on est sous les avions, c'est pas facile d'habiter cette zone. C'est une zone qui est impropre au logement. Et donc, on guise d'hommage à la lutte de Notre-Dame-des-Landes, qu'on admire beaucoup et à laquelle, en fait, je pense que beaucoup ont participé. On a appelé ça la ZAD dimanche. Alors, je montre juste une photo de l'endroit où se trouve donc ce triangle de Gonesse. En effet, on est entre l'aéroport de Roissy, il y a Aulnay-sous-Bois, les anciennes usines de Peugeot, l'aéroport du Bourget, Gonesse. Il y a une forte densité de population, une forte densité urbaine. Et puis en même temps, il y a ce petit triangle, enfin ce grand triangle de 670 hectares qui est fait de terres cultivables. C'est vrai que c'est une enclave en fait. C'est une enclave, c'est un village de Gaulois chez Astérix, ce triangle de Gonesse. Ouais, j'espère qu'il attirera autant de sympathies que le village d'Astérix et d'Obélix. Juste un truc, c'est que c'est dans le Val d'Oise, c'est à la limite. En fait, c'est en face de la Seine-Saint-Denis. Ouais. Très bien. Ok, très bien. La rectification était importante. Alors voilà, je vous avais prévenu que ce serait une émission où le militantisme serait présent à chaque instant. Et on va donc parler avec tous les trois, Alessandro, Jade, Alice. Dans vos pratiques, en effet, vous proposez une lecture différente du monde dans lequel nous sommes. Cette émission aurait pu s'appeler également pour le sous-titre « Les nouveaux récits ». Jade Lingard, vous êtes donc journaliste à Mediapart. Qu'est-ce que les grands enjeux sociaux de l'époque ont changé dans votre pratique du journalisme ? Bon, moi, je pense, si vous voulez, les grands enjeux de notre époque, en tout cas, je sais pas, je réfléchis pas en termes de grands enjeux de notre époque, mais davantage, si vous voulez, en position de journaliste, ce qu'on essaye de faire, c'est de documenter, en fait, de documenter ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, il y a quelques années maintenant, la découverte de l'ampleur des dérèglements climatiques et de leurs effets, notamment de leurs effets en termes d'inégalité et d'injustice, ce qu'on appelle les injustices environnementale, a fait que j'ai très rapidement considéré que pour être à la hauteur en fait de ce que nous apprend en fait la compréhension des modifications du climat, il ne suffisait plus de simplement décrire une situation et simplement la documenter. Et donc, moi, mais après, bien d'autres personnes, chercheurs, artistes et journalistes dans d'autres pays, ce que j'ai considéré, c'était que face à l'ampleur en fait, des bouleversements, en train déjà de se passer, et je trouve que l'expérience du Covid, ça renforce ça, et ça nous engage, et ça nous engage dans le sens où ce qu'il s'agit de faire, à mon avis, aujourd'hui avec nos enquêtes et nos reportages et nos entretiens, c'est un peu réveiller, quoi. C'est un peu réveiller nos lectrices et nos lecteurs, nos concitoyennes et nos concitoyens, et les engager à agir. Et donc, voilà, je vous résume en quelques minutes un cheminement qui a été quand même un peu long, parce qu'évidemment, en journalisme, une des clés en fait du métier, en tout cas, une des doctrines, si on peut dire, de cette profession, c'est ce qu'on appelle la neutralité. C'est l'objectivité et qui serait en soi antinomique avec toute forme d'engagement. Et moi, en fait, c'est une représentation de mon métier que je conteste fortement parce que je pense qu'elle est complètement fausse, en fait, qu'elle repose sur une mauvaise compréhension de ce qu'est une enquête ou un reportage. Je pense que les points de vue, en fait, des journalistes, des chercheurs, des militants sont toujours situés quelque part, et qu'en fait, on est beaucoup plus intègre et beaucoup plus honnête, en fait, vis-à-vis de celles et ceux qui nous lisent, si on situe son point de vue. Et donc, moi, mon point de vue, il est situé du point de vue de quelqu'un qui dit il faut absolument, urgemment changer le système politique, économique dans lequel nous vivons, parce que ces effets de destruction sur le vivant
et sur toutes les formes de vivants sur notre planète sont insupportables, mais sont aussi irréversibles, donc il faut agir extrêmement vite. Mais qu'une fois que j'ai dit ça, c'est là où les choses évidemment sont complexes et demandent beaucoup de travail, beaucoup de lecture et beaucoup d'échanges. C'est que ces effets-là, c'est cette compréhension-là, elle a aussi de ces bouleversements, on va dire, environnementaux, pour aller très vite. Ces bouleversements environnementaux entraînent toute une série de bouleversements sociaux, de bouleversements de genre. Donc, c'est là où tout à l'heure, on parlera peut-être un peu d'écoféminisme. Donc, c'est pas que tout est dans tout, mais qu'en même temps, différentes formes de domination et de prédation sur le vivant sont liées en fait à des formes d'exploitation économique. Et donc, moi, hyper modestement, mais je suis une petite journaliste dans un coin, il y a plein d'autres gens qui font des actions dans leur coin aussi, c'est essayer en fait d'utiliser cette compréhension de la dimension systémique dans mon travail et donc de faire un travail d'alerte. Parfois je dis ça, je dis moi ce que je voudrais, moi j'écris pour que les gens se révoltent en fait, se révoltent contre les destructions en cours et les oppressions en cours. Et je pense que c'est possible de le faire en tant que journaliste. Ça a du coup plein de contraintes, c'est-à-dire que pour justement, vous disiez au début, c'est une émission militante, mais moi je me considère pas comme journaliste militante, je me considère comme journaliste engagée. Et je peux peut-être être militante sur d'autres questions par ailleurs, mais quand je suis journaliste, je suis engagée, c'est-à-dire je suis quand même en même temps astreinte, et c'est très important, à décrire une réalité, y compris celle qui ne me plaît pas. Donc voilà, je marche un peu sur ce fil qui est très exigeant, mais qui pour moi, très honnêtement, est la seule manière de faire ce métier aujourd'hui. Et cette exigence, évidemment, est encore plus importante. Vous parliez de cette doctrine de la déontologie, donc la neutralité versus l'objectivité. Quand on s'engage tel que vous le faites, ça oblige à être encore plus irréprochable que si on ne s'engage pas. Ben oui, parce que c'est essentiel, en fait, si vous voulez, parce que, évidemment… quand on a un rapport d'engagement, donc mettons par exemple, si on prend l'exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, moi c'est un projet d'aéroport sur lequel j'ai pas mal enquêté à Mediapart pour en dire voilà tous les problèmes en fait qu'il posait en termes de parce qu'il risquait de détruire une zone humide, parce qu'il allait détruire des zones de culture paysanne, parce qu'il entretenait en fait tout ce système économique hyper productiviste de toujours développer l'avion pour développer un certain type d'activité économique, notamment à Nantes, puisque c'était un projet qui devait se passer très proche de Nantes. Donc, il y avait tout ce travail-là. Et puis, à côté, en fait, à partir du moment où la ZAD a commencé à exister, donc l'occupation, elle a commencé vers 2008, mais elle est devenue plus conséquente à partir de 2012. Moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la ZAD pour raconter, en fait, tenter de raconter de l'extérieur ce qui s'y passait en considérant que ce qui s'y passait, ce qui s'y fabriquait là et ce qui s'y fabrique encore sont des réponses, en fait, à la crise de notre système capitaliste et de destruction du vivant. Donc, c'est de ce point de vue-là, en fait, que moi j'ai été située et que j'ai été engagée. Mais une fois que je dis ça, pour que je sois crédible par mes lectrices et mes lecteurs, ce qui compte avant tout, c'est de leur donner des faits vérifiés. Donc, ça veut dire, ça, c'est les règles de base du journalisme, c'est vérification des informations, vérification de ce qu'on appelle le contradictoire, c'est-à-dire au moment, par exemple, des expulsions de la ZAD, raconter depuis l'intérieur comment ça se passait, les blessés, les destructions, et à côté de ça, savoir pourquoi la préfecture faisait ces choix-là, interpeller le gouvernement sur ses décisions, et c'est parce que je sais bien que la réalité, elle est complexe et qu'elle est tricotée de tous ces subjectivités, et ça ne veut pas dire que d'un côté la ZAD a raison et de l'autre la préfecture a raison, c'est pas ça, mais c'est que la situation, elle est produite en fait par les actions de ces deux camps, par exemple. Et donc, journalistiquement, c'est essentiel de comprendre, en fait, les positions et les discours de tous ces acteurs et de manière à permettre à celui et à celle qui nous lit d'avoir une compréhension de la situation et de l'amener peut-être à se dire c'est vrai, c'est quand même pas normal ou c'est quand même scandaleux ou, vous voyez, à faire après lui son propre cheminement. Mais c'est une exigence supplémentaire parce que sinon, si vous êtes catégorisé dans la catégorie, pardon, c'est une moche répétition, mais si on vous considère comme une journaliste militante, si vous voulez, vous perdez toute votre efficacité en fait.
votre efficacité de conviction, votre crédibilité vis-à-vis de vos interlocuteurs. Là, par exemple, avec une consoeur, on vient de faire une très longue enquête sur comment est-ce que la gendarmerie à Bure, donc ça c'est une autre zone de lutte à l'est de la France, une zone de lutte contre un projet de centre d'enfouissement nucléaire. Et on a fait une longue enquête pendant plusieurs mois sur comment est-ce que la gendarmerie en fait utilise des moyens d'hypersurveillance extrêmement intrusive à l'encontre de ses militantes et de ses militants. Et ben cette enquête, nous, la conclusion de cette enquête, c'est que pour nous c'est très très problématique en fait en termes de démocratie et ce qui s'est en train de se passer là-bas, parce que c'est vraiment toute la question de l'espace privé des personnes qui est menacée par un dispositif d'hypersurveillance. Mais pour que je sois crédible et que pour qu'on soit crédible et que l'alerte soit entendue, il a fallu qu'on fasse des mois d'enquête, de vérification. On a calculé au jour près combien de gendarmes avaient travaillé sur cette surveillance de manière à la chiffrer et à la quantifier. On a calculé les heures et les mois d'écoute. Donc, c'est ainsi qu'on a découvert qu'il y avait des personnes qui avaient été écoutées en permanence sur leur téléphone pendant quasiment 1 an. Vous voyez, donc ça, c'est un travail très laborieux de tableau Excel et d'addition et de choses comme ça, et hyper factuel. Les articles ont été écrits sur un ton assez froid, mais dans l'idée de décrire quelque chose qui nous semble problématique. Et en fait, en tant que journaliste, mais je pense en tant que chercheur engagé, c'est pareil, il faut tenir ces deux bouts, et donc c'est difficile. Frédéric Sigrist voulait dire quelque chose. Est-ce que l'appellation de journalisme engagé ou de journalisme militant, c'est pas une étiquette qui sert surtout à décrédibiliser un discours qui s'oppose à un système déjà en place? Parce que quand on regarde les canaux les plus traditionnels d'information des Français, les JT, des grandes chaînes, des chaînes d'information continue, avoir tous les jours un Jean-Michel Apathy, un François Langlais, un Christophe Barbier qui va déverser un édito sur tel ou tel sujet, c'est déjà aussi une forme d'engagement et de militantisme d'un certain monde, mais il ne viendra à l'idée de personne de dire « Oh, ces gens-là sont des militants engagés ». Et j'ai remarqué qu'en fait, souvent, la dimension de militantisme ou d'engagement est accolée aux gens qui proposent une alternative à un système économique et politique déjà dominant. Est-ce que ce n'est pas une sorte de vocabulaire un peu dévoyé? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Et c'est vrai que c'est dans ce sens-là qu'il y a une forme de piège potentiellement, assumer de porter un regard engagé en tant que journaliste. Pour autant, je le fais parce que c'est par intégrité vis-à-vis de mes positions. C'est-à-dire que moi, j'ai enquêté beaucoup à l'époque sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou sur Europa City, qui est un sujet aussi sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais je suis aussi venue manifester contre ce projet. Donc, c'est une manière d'être intègre vis-à-vis de mes lectrices et de mes lecteurs. Voilà, je me situe à cet endroit-là, à l'endroit de la personne qui pense qu'il ne faut pas que cette infrastructure existe. Et je vais essayer de documenter au maximum une argumentation, en fait, qui m'a conduit à avoir cette décision. Mais par ailleurs, plus profondément et peut-être d'une manière plus personnelle, pour moi, c'est une façon aussi de, comment vous dire ça, c'est de ne pas oublier, si vous voulez, de ne pas perdre la colère. Vous voyez, de ne pas perdre la colère, parce que le monde médiatique, il est quand même très lisse. Et il est rempli d'injonctions à rentrer dans des cases. Donc, tu es journaliste sur l'écologie, ou tu es journaliste sur l'économie, ou tu es journaliste sur la politique, et il ne faudrait pas mélanger. Alors qu'en fait, au contraire, évidemment qu'il faut entremêler en fait tous ces points de vue et toutes ces connaissances. Et donc pour moi, dire engagé, c'est une manière, si vous voulez, de me rappeler à moi-même quand j'ouvre mon ordinateur, non mais je ne fais pas juste un article pour décrire une situation. Voilà, il y a de la colère, quoi. Il y a de la colère contre la destruction du monde qui est en cours, contre les inégalités. Moi, j'habite en Seine-Saint-Denis, les inégalités, les injustices criantes là, qui se sont encore aggravées pendant le confinement. Vous voyez, c'est insupportable en fait. Et en tout cas, c'est dans ce sens-là que j'assume engagée. C'est pour ça que je fais la distinction avec militante, bon, même si on pourrait discuter de cette distinction, mais en sachant que c'est un risque que je prends vis-à-vis de ceux qui considéraient que du coup, elle n'est pas vraiment journaliste. C'est un reproche qui m'est fait. Mais tant pis, je prends ce risque-là parce que l'autre enjeu me semble le plus important.
Alessandro Pignocchi, la neutralité, c'est quelque chose qu'on retrouve également chez les scientifiques. De plus en plus aujourd'hui prennent la parole parce qu'ils ne sont pas entendus sur des faits pour donner un peu plus leurs opinions. Vous qui avez basculé du monde scientifique au monde artistique, est-ce que vous êtes aujourd'hui, alors que vous êtes donc un artiste et que vous rendez compte de la réalité, d'une forme de réalité, est-ce que vous sentez que vous êtes également tenu par cette nécessité de neutralité, ou au contraire, vous revendiquez cette subjectivité du fait d'être un artiste? Ouais. Je revendique complètement la subjectivité, mais je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit aussi, c'est-à-dire que l'idée d'une neutralité, qu'elle soit journalistique ou pour les chercheurs, les scientifiques, c'est une entourloupe complète, c'est un sophisme proche du sophisme naturaliste, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire on naturalise l'opinion dominante, on fait comme si défendre l'opinion dominante, c'était une description objective, et dès qu'on s'en écarte, on se laisse pénétrer par la subjectivité. Je me suis un peu embrouillé sur ce sujet-là avec une journaliste, je ne sais plus quand, à la radio, qui me demandait: est-ce que vous êtes anthropologue? Est-ce que vous êtes allé sur la ZAD en tant qu'anthropologue ou en tant que militant? Sous-entendu, c'était anthropologue, mais ça aurait pu être journaliste, hein. Sous-entendu, est-ce que vous faites un effort d'objectivité, de décrire les choses telles qu'elles sont, ou est-ce que vous vous laissez influencer par vos opinions? Et donc, c'est d'une absurdité totale quand on vient surtout quand on vient de la recherche, et en particulier des sciences cognitives. On sait évidemment qu'un regard est toujours situé, que n'importe quelle description est toujours pénétrée de jugement et de normativité, que même dans les expériences les plus contrôlées en labo, chaque équipe trouve toujours les résultats expérimentaux qui confortent sa théorie. Enfin, il y a l'idée d'un regard objectif, froid, descriptif, est complètement absurde. Et effectivement, la définition d'un journaliste objectif, ça pourrait être un journaliste qui milite pour l'État, quoi. À partir du moment où on fait du militantisme pour la position dominante, on est catégorisé comme objectif. Et c'est un sophisme, une entourloupe intellectuelle qui existe dans absolument tous les domaines, quoi. Dans l'appréciation des œuvres d'art, quand quelqu'un va défendre une œuvre qu'on n'aime pas, on va dire c'est pas de l'art. On fait comme s'il y avait une définition objective de ce qu'est l'art. Et ce qui est en économie, un économiste non orthodoxe, les économistes orthodoxes vont dire oui, mais ça, c'est pas des vrais économistes. Donc voilà, c'est un sophisme classique, et qui marche d'autant mieux que sans doute beaucoup de journalistes qui donc sont militants pour la position dominante ont l'illusion d'être objectifs, c'est-à-dire que le jugement pénètre les affirmations d'une façon qui peut être complètement inconsciente. Un exemple extrêmement bateau, c'est par exemple un journaliste de France Info ou de n'importe quel grand média qui tiendra une phrase aussi anodine que les gouvernements successifs ne parviennent pas à faire baisser le chômage, ou comment ça se fait, malgré tous les efforts, le chômage ne baisse pas. Ça a l'air d'être non seulement descriptif, mais en plus y avoir une part de critique, donc ça renforce l'illusion d'objectivité. On se dit, on montre que et sauf que ça sous-entend qu'ils essayent. Ça détermine de façon complètement implicite un monde où on sous-entend, et là c'est pareil pour la gestion de la crise, pour l'écologie, etc. À partir du moment où on présente les choses en sous-entendant que l'État, nos dirigeants veulent le bien commun, vraiment de l'intégralité de la population, et quand ils œuvrent pas vers ce bien commun, c'est qu'ils ratent. Ils essayent de tout cœur de faire le bien commun, mais ils échouent. On a l'impression que c'est vraiment du journalisme descriptif dans tout ce qu'il a de plus objectif, sauf que voilà, ça dessine un monde qui est d'une implausibilité vraiment qui confine à l'ésotérie, quoi. Du point, quand on s'est intéressé aux motivations humaines, croire que la motivation de fond de nos dirigeants puisse être le bien commun, c'est aberrant, quoi. Les motivations de groupe sont les motivations pour se faire bien voir des gens dont on considère qu'ils appartiennent à votre groupe au sens large, c'est-à-dire le groupe des collaborateurs potentiels, etc. Et une motivation extrêmement forte, de laquelle il est très dur de se départir. Et du coup, évidemment que nos dirigeants, comme nous tous, agissent d'abord pour l'intérêt de ceux qui considèrent comme leur groupe. Et en l'occurrence, ces intérêts-là sont vraiment frontalement antagonistes sur la question du chômage, par exemple. Tant l'État que tous les gens qui comptent pour eux, grands industriels, etc., ont un besoin vital que le chômage soit élevé. Un pays au plein emploi, c'est leur cauchemar total, quoi. C'est un pays ingouvernable. Il y a eu quelques exemples dans des périodes de l'histoire, et ils savent très bien que s'il n'y a pas la peur du chômage, le pays devient ingouvernable, et c'est vraiment leur… Donc croire que c'est ça qu'ils visent, c'est vraiment d'une absurdité totale, et pourtant c'est sous-entendu ce monde-là où nos dirigeants viseraient
le plein emploi est contenu dans toutes les affirmations les plus anodines des journalistes soi-disant objectifs, quoi. Donc c'est juste un exemple développé un peu longuement pour montrer à quel point le jugement et le point de vue situé qui façonne, sans le dire, un regard non seulement subjectif, mais en plus dans ce cas-là, dans le cas des motivations de nos dirigeants vraiment complètement implausibles, dès qu'on se pose un peu la question avec des outils d'analyse sur les motivations humaines, se glisse vraiment de façon inconsciente pour beaucoup, quoi. Mais en tout cas, oui, je suis du coup d'accord avec la distinction que toute forme de journaliste ou même tout chercheur qui s'intéresse à des questions qui dépassent un tout petit peu le cadre de son labo est un militant, ou en tout cas est engagé. Simplement, on ne s'engage pas pour la même chose. Et quand on s'engage pour les puissants et la situation en place et le système en place, on passe pour objectif. Fred, je vais te donner la parole dans un instant. Je voulais faire réagir Alice Leroy aussi, qui, elle, est à cheval aussi sur ces mondes, puisque vous portez évidemment la parole de Karma en tant que militante, mais vous êtes aussi journaliste et même formatrice en journalisme. C'est intéressant, cette notion de subjectivité, d'objectivité, de neutralité. Il y a une vraie complexité là-dedans. Comment est-ce que vous exprimez, comment est-ce que vous l'exposez à vos étudiants au CFJ ? Alors, je n'enseigne plus au CFJ. J'ai enseigné au CFJ. Comment le faisiez-vous ? Ouais, j'ai eu Jade comme étudiante, d'ailleurs. Oui. Non, bon, maintenant j'enseigne la communication et aussi un peu l'information dans un IUT, donc dans l'université publique. Eh bien, la manière dont je l'aborde, c'est justement par l'exemple, en montrant qu'il y a sans doute des discours dominants, et moi c'est ce que je ressens profondément, c'est-à-dire que je ne me vis pas non plus comme une militante, je pense que je suis quelqu'un, une citoyenne préoccupée et qui a ressenti la nécessité de m'engager. Mais je pense que ce que dit Jade aussi, c'est que on ne s'affranchit pas de la vérification, on ne s'affranchit pas d'un travail sérieux de recherche d'information, d'essayer d'entendre plusieurs points de vue, mais c'est simplement quand un point de vue est asséné systématiquement comme s'il était un point de vue objectif, là il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'insupportable en fait. Et bon, assez vite comme journaliste, je ne l'ai pas supporté. Donc j'ai assumé le fait de sortir de cette réserve. Donc j'ai écrit des documentaires pour la télévision, pour France Télé, et où l'idée c'était de donner la parole, c'est ce que fait Jade aussi, c'est de donner la parole à des gens qu'on n'entend jamais. Ce que vous avez vécu avec, ce que vous vivez d'ailleurs avec le projet Karma actuellement, et on rentrera dans les détails tout à l'heure, mais pour faire écho à ce que disait Alessandro, vous sentez vraiment la confrontation de deux mondes. D'un côté, un monde gouvernemental qui œuvre pour son groupe, opposé au vôtre, qui œuvrait pour votre groupe, pour le bien commun. Alors, c'est toujours plus complexe que ça parce qu'il y a plein de groupes en fait qui se retrouvent sur ce territoire. Donc, c'est un territoire en Île-de-France, dans la banlieue nord. C'est un coin où il y a des taux de chômage, des taux de précarité, enfin une vie assez difficile aussi parce que c'est là où on a mis toutes les infrastructures dont on ne voulait pas ailleurs. Donc, c'est entre deux aéroports. C'est parcouru, enfin c'est traversé par une autoroute. Donc oui, c'est un lieu qui me semble exemplaire, un peu, enfin symbolique, comme peut-être plein d'autres endroits, mais où se concentrent en fait des points de vue très différents sur l'avenir du monde. En fait, c'est un précipité de toutes les questions qu'on se pose peut-être partout ailleurs, mais là on est sous les avions des oligarques russes, des multimilliardaires qui décollent et qui atterrissent au Bourget. On est à côté des avions low cost de Roissy. On est entre un Ikea, un hypermarché, dans des zones où les gens ont vraiment des difficultés qui sont liées au bruit, à la pollution, à la difficulté d'accéder à des activités qui sont intéressantes pour eux, à difficulté à vivre, tout simplement à avoir un salaire décent aussi pour se loger. Donc oui, je pense que c'est un endroit particulier qui est moins beau que le bocage de Notre-Dame-des-Landes, mais qui a une beauté, qui a une histoire, qui a des habitants qui ont envie de se battre pour une qualité de vie à laquelle eux ils n'ont pas droit.
Et voilà. Et donc moi, j'ai ressenti une indignation très très forte quand Jade a organisé un Toxic Tour, parce qu'en fait, c'est en réalité à ce moment-là que j'ai découvert la proximité en fait de ce projet. Donc c'était un projet d'hypermarché, enfin pas d'hypermarché, pardon, de centre commercial géant, de shopping mall, comme on dit en anglais, 500 boutiques et une piste de ski artificielle. Oui, c'est possible d'envisager de faire une piste de ski artificielle en 2015 avec un parc aquatique climatisé et qui était présenté comme la destination, la plus belle destination du Grand Paris qui est en train de se construire. Et donc, moi, comme plein d'autres gens, on a ressenti un sentiment d'indignation, de révolte très, très profond. Donc là, Jade, elle avait organisé avec plein d'autres gens, des habitants de Seine-Saint-Denis, ce qu'on appelle un Toxic Tour. Donc c'est un mouvement mondial, hein, les Toxic Tours. C'est des habitants qui se promènent là où ils habitent et qui attirent l'attention sur des lieux pollués, des lieux toxiques. Là, la particularité de ce Toxic Tour, là, c'est qu'il a voulu aussi montrer des alternatives. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui faisait partie du collectif pour le Triangle de Gonesse qui a fait un geste comme ça, qui a dit et Europa City, si ça se fait, ça sera là. Et moi, j'ai ressenti ça comme une sorte d'agression physique. J'ai senti, je n'étais pas la seule, on s'est senti agressé par cette idée que des terres agricoles nourricières aux portes de Paris, qui sont parmi les dernières, elles puissent être bétonnées. En 2015, hein, donc l'année de la COP21, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à quelques centaines de mètres de l'endroit où l'accord universel, hein, qui lie la planète, les États de la planète, qui doit nous permettre de garder une planète habitable. Et donc, c'est à quelques centaines de mètres de là. Donc là, il y a eu une révolte très, très profonde. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, ce collectif, depuis 10 ans, il se bat pour maintenir la vocation agricole, pour maintenir les terres agricoles. Mais il y a aussi un autre groupe qui s'est créé, que j'ai rejoint très vite, qui s'appelle Karma, et qui lui propose quelque chose en fait, un peu comme à Notre-Dame-des-Landes. Il suffit pas de s'opposer, c'est intéressant aussi de proposer, de dire vous, votre parole, c'est de dire il faut des centres commerciaux, une piste de ski artificielle pour faire venir des millions de touristes. L'idée, c'était de faire venir 31 millions de visites par an, deux fois Disneyland Paris. Et donc nous, très concrètement, on s'est dit, on s'est monté en collectif bénévole de toutes sortes de gens, des experts de l'aménagement du territoire, qui ont dit c'est pas possible, on peut pas laisser faire un truc pareil. Est-ce que oui, vous avez tout à fait, vous avez très bien exprimé et bien expliqué ce qu'était ce projet Karma, et on va rentrer en détail tout à l'heure sur le projet, puisque vous nous expliquiez en préparant l'émission qu'il y avait des terres extrêmement fertiles en région parisienne, en particulier dans ces 670 hectares, et il y a tout un projet social avec de l'emploi d'avenir. Mais vous mettiez l'accent sur quelque chose d'important dans votre réponse. Vous parliez de complexité. Et Jade, est-ce que dans la pratique du journalisme aujourd'hui, la complexité a encore sa place, en tout cas dans les médias dominants? J'ai l'impression que la nuance est très compliquée aujourd'hui. On est sur des choses très tranchées. Non, vous avez raison. C'est-à-dire, je pense que la complexité a toujours été compliquée à penser, à restituer. Enfin, voilà, c'est ça. On en fait tous l'expérience quand on se rend quelque part et qu'on veut décrire ce qu'on a vu et qu'on veut résumer les discussions qu'on a eues avec quelqu'un, même si on n'est pas journaliste. On voit bien que ce qu'on restitue en fait est toujours un peu déformé puis un peu affadi, quoi. Donc ça c'est une grande difficulté. Mais c'est vrai que à cette contrainte, je dirais presque cognitive, quoi, liée au fonctionnement du cerveau humain et à nos capacités de récit, s'ajoutent plein d'autres choses. Donc pour ce qui concerne l'espace médiatique, depuis je sais pas une trentaine ou une quarantaine d'années, on voit bien que le raccourcissement des formats médiatiques, notamment télévisuels, l'accélération du flux aggrave en fait considérablement cette production de contenu. Enfin, c'est même plus du journalisme en fait, c'est une sorte de contenu, de discours qui doit être hyper court, hyper bref et qui doit être très binaire. Machin dit que, bidule dit que. Truc affirme que oui, Europa City ce sera bon pour l'emploi du Triangle de Gonesse, et ben non, en fait, en face quelqu'un dit que non, ça sera pas si bien que ça. Mais en fait, on comprend rien en fait avec ces dispositifs-là médiatiques. Donc moi, c'est pourquoi je suis très heureuse de travailler à Mediapart, où je suis depuis 12 ans, enfin depuis sa création, où là, nous, on a fait un pari de journalisme complètement inverse, qui est un pari du long format,
qui est un pari du texte aussi. Enfin, c'est très important, les contenus, c'est très important la forme visuelle, la forme audio, je pense que c'est essentiel. Hein, les dessins, Alessandro parlera tout à l'heure de son travail, c'est essentiel. Mais nous, en fait, on utilise essentiellement le texte à Mediapart, et parce que justement par le texte on peut vraiment rentrer dans la subtilité d'une situation, et que par exemple le choix des mots qu'on utilise pour décrire un projet d'aménagement et ses effets, en fait ils sont très importants dans la manière dont on peut restituer leurs effets, c'est-à-dire c'est pas simplement une formule mathématique, c'est aussi toute la question par exemple du ressenti des personnes. Moi c'est ça qui m'a permis de vraiment percevoir à quel point, par exemple, l'importance des nuisances. Je prends l'exemple de l'importance des nuisances sonores pour les habitants qui vivent près d'un aéroport. Bon, c'est vrai qu'a priori, on se dit, ouais, c'est vrai, ça ne va pas être cool d'habiter à côté d'un aéroport. Mais quand on prend le temps, en fait, d'écouter les gens, OK, qu'est-ce que ça vous empêche de faire, en fait, dans votre vie, dans votre quotidien, d'habiter là, et que les gens vous racontent les insomnies, les réveils la nuit, les insomnies, du coup la fatigue de la journée, du coup le renfermement chez soi, parce que sortir dehors, en fait, ça peut devenir très rapidement agressif. La honte, pas oser inviter des amis à la maison parce qu'on ne veut pas leur montrer qu'on vit dans un environnement qui est comme ça, très pollué par le bruit. Et vous voyez, et là, tout d'un coup, quelque chose qui pouvait paraître peut-être a priori un peu anecdotique, prend en fait toute une ampleur humaine et dramatique. Et ça, pour moi, c'est du journalisme en plein, quoi. Et c'est une manière de résister à la réduction du discours médiatique. Et ça, voilà, pour moi, c'est un combat journalistique. Et je peux prendre un autre exemple pour pas faire la fille qui jette que des fleurs à Mediapart. Mais par exemple, moi, j'ai été très, très bouleversée par un reportage de Florence Aubenas dans Le Monde au début du confinement. Elle a écrit un article, moi, je trouve absolument magistral sur un EHPAD. Et dans cet article, justement, elle prend le temps de faire entendre toutes les voix. C'est-à-dire, il y a le directeur de l'EHPAD qui bataille à l'époque pour trouver des masques pour son personnel qu'il ne trouve pas. Il y a les aides-soignantes qui se débrouillent, elles habitent en banlieue. Donc en banlieue, on sait bien, il y a plein de petits réseaux de débrouille. Elle se débrouille pour trouver des masques. Et il y a la patiente hyper âgée qui à un moment va malheureusement tousser sur une aide-soignante, et du coup il y a toute l'angoisse de l'aide-soignante par rapport à ça. Il y a les témoignages des infirmières sur leur mari qui veulent plus qu'elle travaille parce qu'ils ont peur. Vous voyez, et donc pour moi c'est un exemple magistral dans le sens où il y a justement toute la complexité d'une situation et les peurs, les angoisses des personnes, en même temps leur courage et en même temps leur conviction, leur engagement aussi à travailler là, les hésitations de ce directeur et voilà, ça pour moi c'est ça qu'il faut faire et que c'est quand même possible. Voilà, c'est ce à quoi je voulais arriver. Je prends des exemples de presse écrite, mais voilà, il y a plein d'exemples de documentaires ou encore une fois de récits imagés qui permettent aussi de rentrer là-dedans. Donc oui, il y a une injonction à l'ultra simplification médiatique, mais c'est un peu comme Karma par rapport à Europa City. Il y a plein aujourd'hui d'espaces. On peut faire autrement. Et on peut faire autrement son journalisme, son récit. Et du coup, vous disiez au début, vous aviez envie qu'on parle des récits. Et moi, je pense que c'est essentiel. Et que ces récits-là, ils sont possibles. Donc, critiquons le système tel qu'il est. En même temps, on sait bien que le système, il est problématique. Et peut-être maintenant, travaillons à fond aussi sur l'élargissement des espaces de récits alternatifs. Parce qu'en fait, ils existent, ils sont possibles. Et c'est ceux-là, en fait, qu'il faut faire connaître, à mon avis. Au fond, vous parlez d'empathie, vous parlez de compassion, vous parlez de collectif. C'est un sujet qui vous est cher, Alessandro. Vous avez justement, par vos lectures, les scolas et puis même vos voyages que vous avez pu faire en Équateur, découvert une nouvelle façon d'appréhender le monde et même cette idée de nature, le mot nature. Il y a eu une espèce de remise en question sur l'utilisation du mot nature chez vous et la manière dont on l'utilise en Occident. Ça ne vient pas de moi, évidemment, mais je peux essayer de lier ça à l'idée des nouveaux récits. Mais que oui, disons le mot nature et la distinction nature-culture qui fonde notre rapport au monde collectif en Occident impose effectivement un type de récit ou en tout cas un mode de relation
aux non-humains, plantes, animaux, écosystèmes, etc., en les enfermant dans la sphère autonome de la nature. Et c'est l'anthropologie, entre autres, alors pas que la philosophie des sciences et aussi via Bruno Latour, mais il y a eu un gros mouvement qui vient de l'anthropologie menée entre autres par Philippe Descola, qui nous apprend que le concept de nature n'est pas du tout universel, qu'il est même propre à l'Occident moderne, et que qu'il a une histoire qu'on peut retracer en Occident, et que par exemple en Amazonie, où Descola a fait son terrain de thèse dans les années 70 et où je suis allé, où je vais régulièrement depuis une quinzaine d'années, on ne trouve aucun équivalent de notre concept de nature dans les langues amazoniennes, qui pourtant sont très variées, et où on se rend compte, grâce aux travaux fouillés des anthropologues, parce que sans ce travail-là, c'est très facile de dire que les Indiens sont proches de la nature et de projeter sur eux des façons de voir qui viennent de nous, mais grâce au travail des anthropologues, on découvre que non seulement il n'y a pas de mot nature dans les langues amazoniennes, mais que si on prenait le temps d'essayer d'expliquer à un Indien d'Amazonie ce que nous, on entend par nature, sans doute en aurait-il une compréhension assez éloignée de ce que nous, on entend par là, quoi. Et moi, évidemment, découvrir ces travaux-là, ça m'a fait de l'effet, vu que j'ai été moi-même pendant des décennies prisonnier du… alors j'emploie le terme récit, c'est un peu artificiel, mais en tout cas de l'idée de nature et de la protection de la nature pensée à l'occidental comme étant l'horizon politique à atteindre, quoi. Ça allait de soi que, bah oui, il fallait militer pour protéger des espaces naturels via le parc national, en gros, quoi. Et le concept de nature et la distinction nature-culture sont si fondamentales pour nous qu'elles sont complètement diluées dans les façons de faire, complètement prises dans les habitudes, et sans les exemples amenés par l'anthropologie qui nous montrent que non, on peut composer le monde, voir le monde, sans faire appel à cette distinction-là et sans faire appel au concept de nature. Sans ces exemples-là, ces contrepoints qu'apporte l'anthropologie, c'est quasiment impossible de prendre un pas de recul sur ces distinctions-là, tant elles sont évidentes pour nous, quoi. Et sauf que quand on prend ce pas de recul, là, ça devient assez vertigineux, vu que ça remet en question à peu près tout, nos concepts, même nos idées les mieux ancrées. C'est-à-dire qu'avant de lire les travaux de Descola, j'aurais même pas eu les moyens intellectuels de critiquer la notion de protection de la nature, quoi. Sauf qu'une fois qu'on met le doigt là-dedans, on s'aperçoit que protéger la nature, c'est encore une forme de domination, c'est encore une forme d'utilisation, c'est le revers de la médaille de l'exploitation. En tout cas, exploitation et protection dans l'Occident moderne sont complètement liés. C'est-à-dire qu'on protège des petits bouts, on sanctuarise des petits parcs dans lesquels on n'a plus le droit de rien faire à part de se promener, éventuellement de faire du vélo, et à côté de ça, on dévaste tout. Et qu'il y a on peut composer un autre rapport au monde sur des bases complètement distinctes où les plantes, les animaux, les écosystèmes et les phénomènes, ce qu'on appelle les phénomènes naturels en général, ne sont pas rejetés dans une sphère autonome où ils acquièrent le statut d'objet, donc soit ressources, soit espace à protéger, mais où ils sont des sujets, c'est-à-dire que nos interactions avec eux acquièrent le registre d'interaction sociale. Ils sont mêlés au collectif. C'est-à-dire du coup, vous parliez de ça au tout début en demandant à Jade si la couture entre l'écologie et le social, en tout cas si la crise du Covid contribue à faire sauter un petit peu cette couture-là. Et du coup, en remettant en question le concept de nature, on s'aperçoit qu'il y a des perspectives politiques tout autres que la protection, qui serait en somme le vivre avec, quoi, où on ne se pose plus la question en termes de protection ou d'exploitation, mais en des termes beaucoup plus existentiels de comment on veut habiter un territoire. Et par la force des choses, les plantes, les animaux, les écosystèmes, etc., entrent dans le collectif avec leurs intérêts, leurs points de vue et nos relations avec eux ne sont plus pensées comme des relations d'utilisation, mais comme des interrelations qui acquièrent toutes les couleurs et les dimensions de la vie sociale. Et donc, c'est ce qui est en train de se produire en ce moment sur les ZAD et en particulier à Notre-Dame-des-Landes. Ça a été la deuxième découverte assez bouleversante que j'ai faite après la découverte du travail de Descola et après être allé chercher des exemples de ce à quoi pourrait ressembler un monde débarrassé de la distinction nature-culture. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça se produisait beaucoup plus près de chez moi et de façon peut-être plus accessible pour un occidental sur la ZAD, en particulier à Notre-Dame-des-Landes, parce qu'elle est pour le coup suffisamment grande pour que ça prenne vraiment l'amplitude, l'envergure d'un monde qui se compose, quoi, pas juste d'une petite exception perdue dans l'utilitarisme occidental, mais
vraiment l'ébauche d'un monde autre, quoi. Comment vous l'expliquez justement que cette pensée qui est tout sauf occidentale est quand même un ancrage et un vrai ancrage sur sur ce genre de zone et certainement ailleurs en Occident? Bah, pareil, l'explication est complexe, ce que vient de dire Jade, mais je vais quand même donner une explication très simpliste, en vraiment un raisonnement en quelques étapes. Il me semble que la clé pour comprendre pourquoi ça se produit, pourquoi cette mise à l'écart de la distinction nature-culture se produit sur une ZAD, c'est que dans un premier temps, se défaire du concept de nature nécessite de mettre au moins partiellement hors d'état de nuire la sphère économique, qui est l'autre grand pilier cosmologique un petit peu qui maintient l'Occident moderne, c'est la distinction nature-culture et la suprématie qu'on accorde aux faits économiques, qui, au fil de l'histoire de l'Occident, avec une accélération au cours du 19e, ont acquis un statut de sphère autonome qui non seulement survole les autres faits sociaux, mais surtout les détermine. C'est le cliché de dire que les indicateurs macroéconomiques type PIB, point de croissance, etc., deviennent des objectifs politiques en eux-mêmes. C'est-à-dire que tout le reste du social et de l'environnemental, etc., tous les autres critères sont soumis à cela, comme si c'était non plus des outils, mais des objectifs. Et il se trouve que si on laisse la sphère économique avoir ce caractère surplombant sur le reste du social, elle transforme forcément l'intégralité de ce qu'elle touche en objet. Alors, la nature, évidemment, qu'elle est obligée de transformer en ressources, mais aussi les humains qu'elle transforme en ressources humaines, puisque le principe même de l'économie, c'est l'interchangeabilité. Il faut que chaque entité qu'elle manipule, humain ou non humain, doit pouvoir être chiffrable et interchangeable avec une autre entité auquel elle aura attribué une valeur similaire. Or, on est interchangeable qu'à partir du moment où on est des objets. On ne peut pas, si on accorde à un espace naturel, à un arbre, à un animal d'élevage, etc., le statut de sujet, il n'est plus interchangeable. C'est les fondamentaux du combat de la ZAD, qui a lutté entre autres contre la notion de compensation écologique, où des experts venaient, ils ont été chassés en l'occurrence, mais venaient évaluer la valeur d'une mare de la ZAD en disant mais vous inquiétez pas, on va la bétonner, mais on plantera 5 arbres en Slovénie et du coup ça compensera à peu près. C'est le principe même de cette idée d'interchangeabilité qu'impose le monde économique et qui verrouille la possibilité d'intégrer les plantes, les animaux, les non-humains dans la sphère du social. Et à partir du moment où une lutte sociale, type celle des ZAD, mais il y en a plein d'autres, identifie cette suprématie du monde économique comme l'ennemi, comme la chose dont il faut se défaire, et donc remet, comme c'est le cas sur la ZAD, des interactions qui échappent aux logiques économiques, type entraide, échange à prix libre, dons, etc. À partir du moment où on dessert un petit peu l'étau économique, par la force des choses, presque spontanément, en tout cas dans l'époque qu'on vit, on libère des espaces qui permettent de nouer des relations affectives, du registre du social avec les prairies, les animaux d'élevage, les animaux sauvages et le bocage en général, etc. Donc c'est cette imbrication entre les deux, c'est qu'à partir du moment où on se défait de la sphère économique, on s'aperçoit que la distinction entre social et environnemental, par exemple, est artificielle, mais en tout cas, on peut complètement s'en défaire. Et sur la ZAD, voilà, on n'y aura jamais dans une assemblée où on décide, on prend des décisions collectives, petit 1 le social, petit 2 l'environnemental. C'est complètement enchevêtré, on se demande juste comment organiser la vie sur place et comment interagir au mieux avec d'autres collectifs humains et tout un tas de collectifs non humains qui ont aussi leurs intérêts. Donc cette prairie qui est en train d'être envahie par les saules, donc sans doute ça serait bien de la faire pâturer. Cette mare qui est en train d'être… ça va de soi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va de soi, y compris pour des gens qui n'ont aucune sensibilité écologique. Mais à partir du moment où on vit, où on passe du temps sur la ZAD, ça devient une évidence que non, on ne rejette pas les non-humains dans la sphère autonome et silencieuse de la nature qui est gérée par ses propres lois, en gros, mais on les mêle, on les tisse dans le collectif social. Et du coup, forcément, tout ce qu'on se raconte autour, tout est emporté avec soi. À partir du moment où la perspective politique n'est plus la protection de la nature, mais un espèce d'enchevêtrement des relations avec les non-humains dans la sphère du social, les perspectives intellectuelles que ça ouvre sont assez vertigineuses. Frédéric Sigrist, oui, j'ai l'impression que tu avais levé le doigt.
Mais je me demandais si justement pour faire la distinction entre ces impératifs environnementaux et cette sphère de l'économique qui surplombe tout, qui écrase tout, pour en revenir à ce qui était dit en début d'émission, il y a aussi cette dimension de récit. Et ça dépend aussi de quel récit on va faire d'un événement. Par exemple, ce qui s'est passé avec cette histoire du Covid-19, avec cette surexploitation animale, ce braconnage, chauve-souris, pangolin, etc. Quelque chose qui aurait dû nous alerter encore un peu plus sur cette dimension d'interaction entre l'exploitation animale et ce que ça peut générer comme pandémie. Ça a été contrebalancé assez rapidement par un autre récit qui était le récit de beaucoup de complotistes, qui est même utilisé par Donald Trump au sommet de l'État, c'est-à-dire de dire c'est un laboratoire chinois, ce sont eux qui sont responsables, et de ces deux récits très différents découlent deux réactions totalement différentes. C'est-à-dire que dans un, on se dit c'est le pangolin, donc peut-être que ça peut nous amener à remettre en cause un rapport à la nature. Dans l'autre, c'est une puissance étrangère qui fait ça dans un laboratoire et qui laisse échapper ce truc-là, même si effectivement on a des preuves que ce n'est pas forcément vrai ou on n'en sait rien. Et ben, simplement, on donne aux gens deux récits très différents qui vont conditionner deux états d'esprit totalement différents. Dans un, on se dit, ah, il faut peut-être qu'on change un petit peu notre manière d'être. Dans un autre, on se dit, non, restons comme on est, et on est dans une sorte de guerre larvée qui ne dit pas son nom, et il faudra demander réparation. Et je trouve que cette dimension de récit, qui passe beaucoup par l'information ou la désinformation, c'est aussi ce qui va conditionner énormément de ces prises d'action ou non vis-à-vis de l'environnement. Vous en pensez quoi ? Je suis globalement d'accord, mais il ne faut quand même pas attribuer un pouvoir causal démesuré au récit, quoi. Surtout si on entend par récit quelque chose qui est dit explicitement, qui prend la forme d'un récit au sens étroit, quoi. Parce que malgré tout, c'est pas ça qui détermine, pas en premier lieu, en tout cas, le pouvoir causal d'un récit collectif est quand même modéré quand on est pris dans des structures qui façonnent notre vie. Là, il y a plein de gens autour de moi qui sont tout à fait d'accord avec un récit de tisser des liens sociaux avec les non-humains, remettre au premier lieu l'entraide. Tout ça va complètement de soi. Simplement, ça n'est matériellement pas possible, justement à cause de l'écrasement économique, la peur du chômage, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas pouvoir nourrir sa famille. Et c'est quand même ça le facteur causal principal. Et par ailleurs, on s'aperçoit que dès qu'on dessert un peu ça, dès qu'on se donne une puissance collective pour être moins soumis aux impératifs économiques, comme c'est le cas sur la ZAD, ou avec, encore une fois, de l'échange à prix libre, la distribution de nourriture, tout ce qui est produit sur la ZAD n'est pas injecté dans des logiques de marché, mais sert au ravitaillement des luttes, etc. À partir du moment où on dessert les taux économiques, à la limite, les nouveaux récits ils viennent de même, quoi. Ça vient dans un deuxième temps. On se recrée des rituels, une mythologie, un récit. C'est dans ce sens-là que la causalité se fait, quoi. Et c'est une des dimensions aussi qui m'a marqué, énormément séduite dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est de voir à quelle vitesse une lutte qui aurait pu être présentée au début comme une lutte anti-écologique de pauvres qui veulent continuer à polluer avec leur diesel et à fumer des clopes en s'en foutant des générations futures. Ça a été présenté comme ça, entre autres par de Rugy, qui a vraiment peur de rien, quoi. Mais très vite, les logiques économiques qui ont été identifiées comme ennemis, donc c'est devenu des gens qui ne voulaient plus être des marchandises interchangeables et jetables qu'on pressait, dont l'unique valeur venait de leur inscription dans un jeu économique. À partir du moment où, sur les ronds-points, dans les maisons du peuple, etc., on essaye de construire des modes d'interaction qui échappent au jeu économique, quasiment par la force des choses, on devient écolo et on commence à s'ouvrir et à tisser des nouveaux récits qui intègrent, donc il y a une forme de solidarité relativement spontanée qui se fait avec les autres oppressés du système économique, à savoir les non-humains, animaux d'élevage, etc. Et donc, voilà, faut pas inverser l'ordre de causalité, quoi. Et c'est important parce que ça s'entend beaucoup c'est un concept à la mode, je sais pas, dans les textes de Cyril Dion, par exemple, on entend beaucoup genre faut changer les récits, faut changer les récits. Il faut quand même se méfier du fait que même si on change les récits, s'il y a des forces causales qui sont liées vraiment à la survie et au mode de subsistance de l'autre côté, on aura beau avoir des récits, des très beaux récits, la transformation ne se fera pas. Et inversement, si on s'engage dans des luttes sociales collectives pour desserrer
les taux économiques, les récits arrivent, quoi. Les récits se composent, les nouveaux rites, les nouveaux récits arrivent d'eux-mêmes. Donc, c'est évidemment fondamental de travailler à essayer d'ouvrir des brèches dans le récit dominant, de montrer des alternatives intellectuelles, etc. Mais il ne faut pas attribuer un pouvoir trop important à cette mission-là, quoi. Ou en tout cas ne pas oublier qu'elle est forcément relativement secondaire par rapport à la lutte collective, en gros, quoi. Jade Lingard. Pardon, Sandro, je suis désolée. Avec le décalage Internet, je ne voulais pas du tout te couper la parole. Non, mais juste moi, en complément de ce que disait Sandro, j'avais envie de partager avec vous une autre idée. C'est-à-dire, OK, il y a les récits, mais en fait, les récits ne sont pas des objectifs en soi. Et par contre, il y a des objectifs qu'on pourrait essayer d'établir pour nous tous. Et de ce point de vue-là, il y a l'idée de sens commun. Qu'est-ce que le sens commun? Réactiver le sens commun. C'est le titre d'un livre récent de Isabelle Stengers, la philosophe Isabelle Stengers. Et je trouve que pour moi, c'est une réflexion qui est très importante aujourd'hui, dans le sens où elle a toute une réflexion sur justement comment est-ce qu'on décrit les choses. Comment est-ce qu'on décrit les choses? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on décrit la réalité? On voit bien, depuis tout à l'heure, on explique qu'il n'y a pas la réalité, il y a des réalités, qu'on est situé par rapport à ces réalités et que donc tout ça est très complexe, est très compliqué, très subtil, etc. Enfin, donc on déconstruit en fait, on déconstruit des représentations qui sont trop binaires ou trop simplistes de ce qui serait la réalité, qui impliquerait qu'il faut faire comme ça, d'une certaine manière, pour correspondre à cette réalité. Donc on déconstruit, mais il y a un moment, il faut quand même refaire du commun. Parce que sinon, on est chacun dans sa case. Enfin, on revient au même problème, c'est-à-dire chacun dans sa case. Et donc, on raconte chacun nos trucs à notre entourage ou aux personnes qui sont en affinité avec nous. Et puis, on ne se rejoint jamais. Mais l'enjeu du moment, à mon avis, c'est aussi de casser en fait, ces compartimentations parce qu'on ne changera rien. Le but, c'est quand même d'avoir prise sur les choses. Et donc, par rapport à ça, Isabelle Stengers, la proposition qu'elle fait, si je peux, je vais la dire de manière beaucoup trop schématique, mais il faut vraiment lire Stengers, c'est vraiment très, très, très inspirant. Elle dit, en fait, il y a le travail de compréhension de ce qui est en train de ce qui se passe, de documentation du réel, mais elle dit, il y a un autre aspect qui est indispensable, c'est ce qu'elle appelle le travail de l'imagination. Et que le travail de l'imagination, qui n'est pas juste la question de l'imaginaire, il n'y a pas la réalité, de l'imaginaire, il y a un monde dans lequel nous vivons ou des mondes dans lesquels nous vivons et sur lesquels on peut avoir prise. C'est à la fois on essaie de s'informer, on essaie de comprendre analytiquement ce qui est en train de se passer, par exemple les liens entre la destruction de la forêt et la pandémie de Covid-19, mais qu'à côté de ça, pour penser en fait ensemble, on a besoin d'imagination. Et l'exemple qu'elle prend, c'est les OGM. Et pour le dire très, très rapidement, elle dit, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des scientifiques, pourquoi il y a tant de scientifiques qui se sont un peu fourvoyés dans la recherche sur les organismes génétiquement modifiés, pensant que, pour ceux qui étaient de bonne foi, ça pouvait permettre d'augmenter la productivité agricole, c'est qu'en fait, ils sont restés dans leur ornière de scientifiques avec un raisonnement autonome, séparé du reste. Et elle dit, en fait, il a fallu des militants et des militantes pour dire, attendez, nous, on n'a peut-être pas les compétences en physique pour prouver les dangers des OGM, mais on imagine que leurs effets pourraient être dangereux. On imagine qu'il est possible que si vous utilisez ce type-là de plan génétiquement modifié, il va avoir un effet en fait sur le champ d'à côté qui lui n'est pas OGM. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait, et c'est ce qu'on a vu depuis, ce qui a été documenté, c'est la contamination de champs non OGM, par exemple de céréales, de coton, par des plants OGM. Et donc elle dit, et en fait c'est là où un mouvement par exemple comme celui des OGM, mais on peut faire exactement le même développement à mon avis, concernant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou Karma, dont parlait tout à l'heure Alice Leroy contre Europacity, ou les gens à Bure qui luttent contre CIGEO. Et en fait, c'est valable dans plein d'exemples. L'agriculture urbaine, sans doute, est un réservoir de ça aujourd'hui. C'est qu'il faut les deux. Et si on pense les deux, et si on pense compréhension du monde et imagination, ce qui pouvait paraître antagoniste, d'un côté d'écrire, de l'autre agir, en fait, ne l'est plus du tout.
Au contraire, ça va ensemble. Et simplement, on voit bien que ça fait appel à ce qu'on pourrait appeler des ontologies, c'est-à-dire c'est être dans le monde, donc être les pieds dans la terre de la ZAD, les pieds dans la terre les terres de la Seine-Saint-Denis, des banlieues parisiennes. Et en même temps, on a cette capacité de projection dans autre chose qui est possible. Et c'est ça qui fait commun. Et parce que nos expériences sociales, économiques, de genre sont différentes. Évidemment, mais on a besoin quand même de se retrouver à un moment parce que sinon on ne fera jamais rien changer. Et peut-être que du coup cette notion de récit, qui est à la fois très belle, elle a besoin aujourd'hui d'être repolitisée en fait. Par ce travail de l'imagination, par le rapport à ce qui n'est pas visible, voilà, parce que après j'arrête là, mais une des difficultés quand on est urbain, par exemple, si on travaille sur la justice environnementale dans les banlieues, et si on prend l'exemple des banlieues parisiennes ou des banlieues lyonnaises, la plupart des habitants de ces banlieues, ils n'ont pas de rapport direct à la nature, c'est-à-dire il n'y a pas de parc, il y a très peu d'arbres, il y a peu d'espace, et donc du coup c'est hyper compliqué en fait, dans des endroits comme ça, de relier en fait les habitants aux animaux, aux végétaux. Et pour sortir de ça, il y a besoin de l'imagination. Il y a besoin de recréer, en fait, il y a besoin de travailler en fait sur ce qui n'est pas directement visible quand on vit dans une cité HLM. Et pourtant, c'est absolument essentiel aujourd'hui que même quand on habite dans une cité HLM toute bétonnée, on puisse se relier en fait aux animaux, aux végétaux, aux non-humains pour sortir de cette ornière productiviste. Et donc là-dessus, voilà, après il y a toute la question de la fiction écoféministe, la science-fiction écoféministe. Émilie H, la philosophe, elle a beaucoup travaillé là-dessus. Et moi, je pense que ce sont des outils essentiels, mais dans ce sens-là, pas juste, vous voyez, pour se raconter des histoires. Justement, Alice Leroy, évidemment, ça vous parle puisque Karma, pour parler de ce projet, c'est pas seulement un projet contre, c'est un projet qui raconte une histoire et qui justement titille l'imagination puisque vous militez pour prouver que on peut faire de l'agriculture dans un milieu urbain tel que celui du Triangle de Gonesse. Il y a et vous proposez quelque chose, c'est vraiment quand je dis que c'est quelque chose pour, face aux 3 milliards d'investissements qui étaient proposés avec l'emploi, qui était un emploi que vous décrivez comme précaire par les multinationales qui venaient présenter ce projet, vous proposez une autre alternative, vous racontez une autre histoire. Oui, et ce qui me semble très important dans tout ce qui vient d'être dit par Alessandro et par Jade, c'est que pour réfléchir au monde d'après, au monde de maintenant, en fait, parce qu'en réalité, Karma, c'est pas pour après, c'est pour maintenant, et ça fait plusieurs années qu'on y travaille, qu'on réfléchit. Je crois que c'est très important d'avoir des lieux pour se retrouver. Alors, l'épidémie de Covid, ça rend la rencontre plus compliquée, mais je pense que ça va être un des combats, c'est de permettre des rencontres, de permettre de protéger notre santé, mais quand même de se retrouver en présence dans le territoire. Les gens, les experts, enfin les chercheurs qui travaillent sur la question des communs ont beaucoup documenté cette question, ce qu'ils appellent les discussions informelles. C'est-à-dire que l'imagination, elle a besoin de lieux, elle a besoin d'espaces de rencontre. Les cafés, ça a été très important pour faire advenir la Révolution française. Je pense que le champ de Gonesse, il va être très important pour faire advenir, oui, au milieu des banlieues, sous les avions, dans un endroit très très dur, que beaucoup d'écolos d'ailleurs pensaient complètement ils pensaient qu'il fallait laisser tomber, quoi, que c'était trop gros, quoi. Il y avait un investisseur chinois c'était l'homme le plus riche de Chine, c'est une des familles les plus riches de France, la famille Mullier. Il disait il faut laisser tomber, il faut investir Notre-Dame-des-Landes, il faut se battre à Bure, mais Gonesse, c'est cuit. Et en fait, je pense que c'est ça la question, c'est que même quand la situation paraît désespérée, si on peut occuper un endroit, si on peut s'y retrouver, comme on se retrouve à la ZAD dimanche. Et d'ailleurs, moi, je suis en post-confinement en Bourgogne, mais ce dimanche, enfin bon, je crois que votre émission va sortir plus tard, mais là, courant mai, il va y avoir la première ZAD dimanche de la pandémie, et donc 10 personnes qui vont se retrouver parce que c'est important de se retrouver, c'est important de pouvoir pique-niquer, c'est important de pouvoir justement voir les lièvres, voir cette nature, voir les champs, discuter avec les agriculteurs, discuter avec les jeunes de Gonesse. Et je pense que ça c'est une chose qui est très importante qu'on voit dans la lutte contre tous les grands projets inutiles et imposés, c'est que ça se cristallise, qu'on a vu sur les ronds-points des Gilets jaunes, ils avaient besoin d'un lieu pour se retrouver. Alors Karma, juste pour
revenir à cette question que vous posiez très justement, qu'est-ce que c'est? C'est en tout cas pas un projet qu'on catapulte sur un territoire, c'est une démarche, c'est un processus ouvert où l'idée c'est de rebattre les cartes, c'est de dire la famille Mullier avec ses 3 milliards, l'investisseur chinois, ils n'ont pas plus de légitimité, ils ont plutôt moins de légitimité que les habitants eux-mêmes à décider ce dont on a besoin en Île-de-France. Et puis il y a aussi cette accélération qu'on vit avec le Covid, qui est que on se rend compte qu'il va falloir relocaliser des pans entiers de l'économie. Donc Karma, concrètement, on propose une ferme expérimentale, un lieu de formation, donc un lieu précis où les gens peuvent se retrouver, un campus de formation au métier de la transition écologique. On propose de relocaliser une des industries les plus polluantes, une des plus capitalistes, une des plus toxiques au monde pour les travailleurs eux-mêmes, souvent des femmes d'ailleurs, des travailleuses, qui est l'horticulture, la floriculture. Donc l'idée c'est de relocaliser sur ce territoire qui a été un territoire qui a longtemps produit des pivoines, des tulipes, etc., qu'on trouve d'ailleurs de manière un peu cynique. Il y a une zone industrielle qui s'appelle la zone industrielle des tulipes, qui est sur une des parties au sud du triangle de Gonesse. Voilà, donc effectivement, la question du récit, moi je suis d'accord, les récits, ils émergent avec les gens quand ils se rencontrent, ils se racontent des histoires, mais il faut encore qu'ils puissent se rencontrer, il faut encore qu'il y ait des territoires où c'est possible d'imaginer autre chose, d'étirer son imaginaire, comme disait Günther Anders. Donc cette présence physique, elle me paraît importante, et Karma, c'est ça, c'est l'idée d'une démarche avec les habitants, c'est une démarche en Île-de-France, parce qu'on pense que ce territoire de 700 hectares, c'est un bien commun. C'est un territoire qui appartient aux Gonessiens, aux habitants de Roissy, aux habitants de Goussainville, de Garges-les-Gonesse, de toute cette banlieue dont on n'entend parler que pour dire qu'il s'y passe des choses catastrophiques. Nous, on pense qu'il s'y passe dès maintenant des choses assez extraordinaires. Il y a des gens qui se battent à Aulnay-sous-Bois, des enfants d'immigrés, des enfants d'agriculteurs. Voilà, on veut défendre cette parole qui est jamais entendue, ce territoire qui était présenté comme une page blanche. Si vous regardez par exemple les cartes Michelin, les terres agricoles, elles sont toujours représentées en blanc, comme si c'était un vide qui ne demandait qu'à être rempli. Et nous, on dit, ces terres, ce sol limoneux, ce sol qui a alimenté en fait les Parisiens pendant des siècles, on a retrouvé des silos enterrés de grains qui datent de 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc ça, effectivement, dans l'histoire du récit, c'est pas faux. C'est que quand même, on se raconte une histoire qui a été oubliée, ou pire, enfin, si on croit au complot, mais il existe quand même. Il y a une histoire forte, une histoire des gens, une histoire des travailleurs, une histoire qui est particulière à Gonesse parce que c'était un territoire avec des terres très très fertiles. Donc qui a été convoité, donc on ne retrouve pas du tout. C'est là où il y a l'open field qui s'est fait en premier, c'est pas un hasard aussi si on a mis les 2 aéroports, le premier aéroport de France, le Bourget, et puis maintenant Roissy. Et puis c'est aussi un territoire de lutte, pas simplement contre EuropaCity, mais contre un terminal qui est prévu, le terminal 4 de Roissy, qui est dans les tuyaux. Et contre lequel se battent les gens du territoire, contre lequel se battent beaucoup de franciliens, et qui aboutirait, s'il était fait, ce qui est quand même, là on nage en plein délire, à mettre l'équivalent de l'aéroport d'Orly, d'ajouter l'aéroport d'Orly à l'aéroport de Roissy existant. Donc quand je parle des gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit, de gosses qui n'arrivent pas à faire leurs devoirs, de gens qui ont des problèmes de santé qui sont liés à ces nuisances, et Karma et puis tous les gens qui soutiennent, c'est beaucoup de monde, on dit stop, il faut arrêter ça, un autre avenir est possible, un autre présent est possible, et donnons la parole aux gens du territoire, donnons la parole à des gens qui aussi ont prouvé à Notre-Dame-des-Landes, dans plein d'autres endroits, qu'on peut relocaliser l'économie, qu'on peut imaginer des emplois dignes, des emplois utiles, des activités, pas simplement des emplois, pour ce territoire. Avec une implication locale qui fait que, pour revenir à ce que disait Jade tout à l'heure, avec le sens commun, il y a aussi, à titre
individuel, se sentir utile vis-à-vis de la communauté. C'est-à-dire que les métiers, ces métiers de la transition écologique dont vous parlez, on en a parlé il y a 3 ou 4 émissions avec l'école de la transition écologique qui se trouve en Occitanie avec Frédéric Matisse. Mais à un moment donné, c'est juste redonner du sens à ce que l'on fait au quotidien. Pourquoi on se lève et pas juste être dans une logique productiviste pour faire marcher une espèce de machine dont on ne sait même pas qui est à la tête et dans quel but on le fait. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important dans ce que vous portez comme projet. Ben oui, déjà nourrir les gens. Je pense que les agriculteurs sont très peu nombreux maintenant, puisque la révolution agricole, un des grands objectifs, ça a été de tellement mécaniser qu'il n'y a presque plus de population agricole en France. Mais si vous parlez encore à des agriculteurs qui se battent pour leurs terres, et ils disent que c'est un boulot très très dur, très mal payé la plupart du temps, mais qu'ils ressentent une très grande satisfaction de nourrir les gens. On a applaudi là, à nos fenêtres les soignants, mais je pense qu'on pourrait aussi applaudir les caissières de supermarchés, tous ceux et les agriculteurs qui ont continué à bosser pendant la pandémie et qui nous ont nourris. Ça, je pense que c'est très important et beaucoup de gens sont prêts à renverser ce truc-là, sont prêts à dire bon, cette profession qui est très déconsidérée, profession d'agriculteur, on peut être agriculteur autrement, y compris sur des zones de grande culture comme celle de Gonesse. Ça, c'est quelque chose qui est paradoxal dans la lutte, c'est qu'on n'a pas pu beaucoup s'appuyer sur les agriculteurs parce que ça faisait 50 ans, 60 ans qu'on leur disait vous allez être virés. Donc, ce n'est pas eux qui ont porté le projet. Mais maintenant que Europacité a été abandonnée, de plus en plus d'agriculteurs disent moi, je pense que c'est possible de transmettre à mes enfants. Moi, je pense que c'est possible de faire autrement, de cultiver autrement cette terre. Il y a quelque chose que j'ai appris en préparant cette émission. Vous m'avez envoyé donc des documents pour présenter ce projet Karma et j'ai découvert cette carte qui montre les terres agricoles en Île-de-France. Et donc, toutes ces parties en vert clair, c'est des terres agricoles autour de la capitale. En tant que Parisien, je n'avais absolument pas conscience de la présence de toutes ces terres fertiles autour. C'est aussi une histoire plus globale que vous racontez. On voit même chez moi. C'est où chez toi? Non, mais en fait, moi, je suis en plein milieu des champs au niveau de Hurepoix, dans la vallée de l'Essonne. D'accord. La vallée de Chevreuse, tout ça, là. Ouais. Voilà, exactement. Et effectivement, c'est que des grands champs, des forêts, des terrains cultivables. Et c'est d'ailleurs là qu'il y a le paysan qui livre notre AMAP, qui travaille là depuis des années. Donc oui, Sébastien, tu vois, tu m'en aurais parlé, je te l'aurais dit. Hein. On ne se parle pas assez. On ne se parle pas assez, mais en effet, Alice, il y a quelque chose d'inspirant dans ce que vous portez comme message. Ça va au-delà du triangle de Gonesse. Oui, en fait, ce projet, c'est un projet en Île-de-France, mais qui vise oui, apporter une autre image de cette région, mais aussi une autre image de ce qu'on appelle les franges urbaines, en fait. L'idée que les terres qui sont aux limites des villes et qui étaient victimes de ce qu'on appelle le mitage, qui étaient grignotées, c'est le contraire, en fait. Il faut faire entrer peut-être ces fonctions nourricières dans la ville, faire entrer les agriculteurs. C'est ce que font les agriculteurs en AMAP. Ils viennent avec leur camionnette et ils vendent leur récolte. Les citadins, ils s'engagent sur la longue durée. Des fois, ils vont donner un coup de main dans les champs. Il y a quelque chose d'un lien qui a été vraiment coupé brutalement, ce pays, cette France qui était rurale, qu'il y a encore. Et donc, effectivement, Karma, c'est l'idée qu'on doit changer de regard sur ces terres, on doit changer de regard sur les agriculteurs, on doit les accompagner dans cette transition agricole, on doit les aider à remettre du maraîchage, à remettre des fleurs, à remettre de l'élevage. Et respecter ce boulot quand même sans lequel on n'est pas grand-chose. Enfin, la civilisation, si on n'a pas 3 repas par jour, le vernis de civilisation, il saute très vite. Donc voilà, c'est ça qu'on porte. Et ce qui est amusant, c'est que de plus en plus de gens nous contactent en pensant qu'on a déjà fait Karma, alors qu'on se bat encore contre la gare du Triangle de Gonesse, on se bat contre le terminal 4 de Roissy, mais il y a des gens déjà qui nous contactent en disant « Venez faire Karma ».
chez nous, parce qu'on retrouve les mêmes projets délirants de centres commerciaux, de hard discount, de trucs qui n'ont plus lieu d'être à la périphérie de presque toutes les villes de France. Alors, il y a eu un premier combat à gagner, ça a été l'arrêt du projet Europa City. Maintenant, la nouvelle cible, c'est que cette gare n'ait pas lieu. J'imagine que cette crise, et vous l'avez sous-entendu tout à l'heure, cette crise qui a montré un peu notre interdépendance et puis notre problème d'autonomie alimentaire, va peut-être orienter les choses dans le bon sens. Quelle sera la prochaine étape pour Karma? J'ai l'impression que c'est un marathon, c'est un projet au long cours. Ouais, c'est pas gagné. C'est ça le truc qui est difficile, parce qu'on a l'impression que les choses ont la force de l'évidence, qu'il faudrait faire ça. Un peu ce que disait Alessandro. Oui, tout le monde est d'accord, plus de liens, moins de biens, mais en fait, c'est une lutte. C'est-à-dire que les mauvais coups continuent, y compris pendant au pic de l'épidémie. Le président de la Société du Grand Paris disait il faut reprendre les travaux de la gare du Triangle de Gonesse. Donc il ne désarme pas. Enfin, c'est cette sphère quand même qui est très éloignée des besoins des habitants, de leurs véritables désirs. Elle continue. Donc il y a des recours qui sont, c'est un marathon aussi juridique. Là, il y a un recours contentieux qui vient d'être déposé par un collectif d'associations, dont le collectif pour le Triangle de Gonesse, donc Karma, pour bloquer l'aménagement. Donc ça s'appelle le SCOT. Bon, en plus de ça, c'est que c'est pas le truc le plus marrant, c'est qu'il faut se former à tous ces symboles, enfin tous ces acronymes barbares, le SCOT, le PLU. Voilà. Donc là, il y a un recours contre le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale de Roissy Pays de France. Donc il y a un recours pour empêcher la construction d'un terminal qui aboutirait à recréer l'équivalent de l'aéroport d'Orly, ce que je racontais précédemment, sur Roissy. Donc, vous imaginez, en termes de gaz à effet de serre, donc ça, c'est sur le plan planétaire, mais aussi pour les habitants, le cauchemar d'habiter là. Donc là, il faut stopper, je crois que c'est ça la leçon, il faut stopper ces projets délirants, et puis il faut continuer à bosser sur place, et puis s'organiser. Je pense s'organiser au plan national, au plan politique. Il faudrait qu'on ait des gens qui, au municipal, portent ces questions-là. C'est des questions qui se posent dans toutes les villes, à la périphérie de toutes les villes, dans toutes les campagnes. Comment est-ce qu'on fait pour empêcher ce système devenu complètement fou de continuer à produire ses effets? Je pense à un exemple, par exemple, on s'est retrouvé avec Alessandro dans cet endroit. Il y a une lutte dans Paris pour maintenir un projet. C'est pas un projet, c'est une initiative en fait qui est complètement folle, mais tellement positive, où il y a compostage, une basse-cour. C'est un petit îlot de fraîcheur en face du Père-Lachaise dans Paris. Ça s'appelle la TEP Ménilmontant. Et c'est un collectif d'habitants qui s'est battu contre un projet immobilier qui reposait sur un gros mensonge en fait. Et on leur avait promis un jardin, un espace en pleine terre. En fait, ils se sont rendus compte que tout ça c'était du mensonge. Pardon. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des collectifs citoyens comme ça, même au cœur de Paris, qui se montent, de gens qui se battent pour des trucs aussi bêtes comme le droit de pouvoir composter leurs déchets. Nos déchets, c'est à un tiers, à 30%, c'est des déchets fermentescibles. C'est des trucs, ça n'a il n'y a aucune raison pour que ça parte dans des camions, déboueurs. Et donc là, l'idée, c'est de fertiliser la terre. C'est une terre qui est assez polluée et d'en faire un projet d'écologie populaire au cœur de Paris. Tu peux remettre ton micro. Oui, voilà, j'ai remis mon micro. On arrive à la fin de cette émission. Alessandro, vous qui avez donc et qui passez encore du temps, j'imagine, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, vous faites des allers-retours. Quelle est la clé? Est-ce que la pensée citoyenne et toute cette pensée qu'on développe depuis 1h15, que vous développez dans vos œuvres de BD, est-ce qu'elle gagne du terrain? Et quelle est la clé pour la suite selon vous? Il n'y a pas vraiment de clé, c'est pas sûr qu'elle gagne du terrain, mais disons que là, s'il y avait besoin, cette crise a encore clarifié les choses. C'est-à-dire que si
effectivement, c'est ce que disait Alice, qu'ils ne désarment jamais et qu'au contraire, les camps d'en face se radicalisent et gagnent encore en puissance, et que il n'y a pas de… Et que là, le seul objectif, c'est de tout relancer exactement comme avant, en pire, avec 60 heures par semaine et des moyens de surveillance encore et de coercition encore renforcés. Donc, à la limite, l'avantage, c'est que peut-être il y a plus de gens qui vont se défaire de l'idée qui est véhiculée de façon dominante et implicite souvent dans la plupart des médias, c'est-à-dire que nos dirigeants veulent notre bien, qu'il y a quelque chose à attendre d'eux. Et donc, il faut espérer qu'au moins, ça ait eu cette vertu-là, qu'il y ait une plus grande proportion de gens qui acceptent l'idée de l'affrontement violent à l'occasion, en tout cas de la lutte, et de cesser de croire qu'il faudrait les sensibiliser ou que c'est un manque de sensibilité écologique de leur part, ou qu'ils ne se rendent pas compte, ou qu'ils ont du mal. Ça aussi, ça a clarifié les choses, sur le fait que c'est pas possible, malheureusement, d'arrêter l'économie. Les pauvres, ils aimeraient bien faire, mais ils sont pris dans une machine qui les dépasse. Là, on a vu que c'était tout à fait possible d'arrêter de façon extrêmement spectaculaire tout un tas de choses, et que donc, il n'y a pas de raison de les faire repartir, mais que ça a été possible de les arrêter. Et donc, il n'y a pas… ça, c'est au niveau intellectuel, quand tu demandes des clés, c'est de ne pas croire qu'il y a la moindre chose positive à attendre de nos dirigeants, et que c'est par l'affrontement et le rapport de force qu'on obtiendra des choses, vu que c'est des groupes qui ont des intérêts beaucoup trop divergents pour pouvoir espérer une forme de négociation pacifique, disons. Et l'autre point qui a été beaucoup évoqué, c'est l'importance du territoire. C'est qu'une lutte, pareil, toutes ces idées sur tisser d'autres liens avec les non-humains, blabla, ou remettre en jeu, réactiver l'idée de commun, de solidarité, d'interaction entre humains et avec les non-humains qui échappent à la sphère économique, etc. Tout ça reste très intellectuel tant qu'on ne se saisit pas d'un territoire, et que les luttes prennent tout de suite une dimension complètement différente dès qu'on a un lieu, et que plus il est vaste, plus ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, ça a été un des effets de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est que tout d'un coup, il y a tout un tas de choses, d'idées que j'abordais qui restaient pour moi dans le registre du discours, ce qui est le registre dans lequel barbote la politique pour beaucoup de gens issus des classes relativement privilégiées. Ils font on est choqué, on est indigné, tout ça, mais ça reste dans un registre relativement abstrait. Et quand on participe à une lutte territoriale, d'un coup, ça s'ancre dans la réalité et ça prend une autre dimension. Par ailleurs, les dirigeants, l'État a pas encore les outils aussi efficaces que ceux qu'il a pour pour anesthésier les syndicats ou s'attaquer aux luttes écologiques relativement abstraites. Les territoires, ça fait encore relativement peur, les luttes territoriales, avec l'illustration du déchaînement de violence étatique contre Notre-Dame-des-Landes. Donc, il y a ces deux points, accepter l'idée que c'est un rapport de force et prendre acte du fait que les luttes à venir sont territoriales, avant tout. Et voilà, là, il va y avoir plein d'appels à blocage qui vont se multiplier. J'en relayerai certains, notamment pour le 17 juin, a priori, à essayer d'aller bloquer les trucs autour de chez soi dont on n'a pas envie que ça redémarre ou dont on a envie qu'il s'arrête. Et ça sera peut-être l'épidémie va peut-être obliger à une sorte de décentralisation des luttes, où au lieu de se rassembler à plein à Paris pour des effets relativement négligeables, à attaquer, cibler et se saisir très localement des territoires, des lieux, des zones, des entrepôts Amazon, etc., près de chez soi, Jade Lingard, on parlera ce sera le sujet d'une prochaine émission à laquelle je serai ravi de vous accueillir, d'écoféminisme, parce que là, la discussion a été passionnante, mais on arrive à la fin de l'émission. Comment est-ce que vous souhaitez conclure ce qui a été dit par Alice, ce qui a été dit par Alessandro, également par Frédéric Sigrist, prouve bien que cette notion d'engagement est plus que jamais nécessaire pour raconter le monde chez les journalistes?
Disons que, ouais, chez les journalistes, mais les journalistes, ils n'existent pas en dehors de leur société. Enfin, voilà, les journalistes, ils sont en hétéronomie, en interdépendance avec ce qui se passe dans leur société. Et peut-être, moi, je suis évidemment très en accord avec ce que viennent de dire et Alice et Alessandro. Et je pense que peut-être cette notion d'engagement autour de laquelle on tourne depuis le début, on pourrait légèrement la déplacer en cette fin d'émission et penser à la question de l'auto-organisation. Qui, à mon avis, est un des enjeux de la sortie de ce déconfinement, c'est-à-dire auto-organisation dans le sens où, si le besoin existait encore, on a bien vu l'incurie de nos dirigeants face au Covid-19 et face au coronavirus, et que voilà, le constat de leur incompétence, de leurs mensonges divers et variés, je ne reviens pas sur le feuilleton des masques, ce constat-là a été quand même fait d'une manière, voilà, de mon point de vue, très éloquente. Et donc, faut pas, voilà, ça ne suffit pas. Il faut bien sûr continuer à documenter leur incompétence et leur impuissance et voir leur insincérité, mais ça suffit pas. Et donc maintenant, là, il faut passer à l'auto-organisation pour faire par soi-même. Et il me semble que de ce point de vue-là, Sandro parlait des territoires. On parle beaucoup des territoires ruraux et c'est très important, c'est essentiel d'arrêter de laisser dépérir les campagnes. Moi, je suis à titre personnel extrêmement attachée à la question du devenir des territoires urbains et notamment des quartiers populaires et des banlieues de nos métropoles, et que je pense qu'il serait à la fois urgent et à la fois hyper beau qu'une forme de renouveau, de propositions politiques viennent de ces quartiers délaissés. Il y a plein de raisons pour le faire. Là, on n'a pas le temps de développer, mais Europa City, la lutte contre Europa City, ce qui se passe autour du triangle de Gonesse, on a un exemple vraiment hyper inspirant. Il y a plein d'autres batailles qui se mènent aujourd'hui contre les pollutions en Seine-Saint-Denis, contre les autoroutes, contre les effets socialement discriminants du Grand Paris, des Jeux Olympiques qui sont quand même toujours programmés en 2024. Enfin bref, et donc et que par rapport à tout ça, il y a toute une histoire de mobilisation, alors notamment aux États-Unis, de jardins partagés, de community gardens. Il y a toute l'histoire de l'auto-organisation portée à un moment par les Black Panthers. Enfin, il y a toute une histoire qu'on peut aujourd'hui, à mon avis, revisiter dans notre contexte écologique et pandémique actuel, pour y trouver des sources d'inspiration et qui conduisent les gens à, en effet, passer à l'acte dans une résistance, comme disait Sandro, mais passer à l'acte aussi dans la prise, en fait, tout simplement, et assez simplement et en fait joyeusement de champs et de jardins où on pourrait cultiver, mieux connaître ses voisins, recueillir des chats perdus, partager des soins qui ne soient pas toujours médicalisés et institutionnalisés. Enfin, vous voyez, il y a tout à refaire en fait. Et moi, je me dis, si au moins on pourrait imaginer des formes de prise de territoire un peu joyeuses et un peu créatives dans ce déconfinement, ce serait quand même déjà ça. Donc, je sais que certaines personnes vont y œuvrer. Donc, nous allons observer et sans doute participer à cela avec beaucoup d'attente. Merci beaucoup, Jade Lingard. Est-ce que Frédéric Sigrist veut ajouter quelque chose avant que je conclue l'émission ? En fait, comme à chaque fois, je trouve que ce qui a été frappant sur cette émission, c'est de voir que le territoire est morcelé de groupes avec une avancée différente sur plein de sujets. Parce qu'en fait, moi, je suis à 110, 150% d'accord avec tout ce que je viens d'entendre. Et à mon échelle, à l'échelle de mon foyer, c'est déjà des choses sur lesquelles on agit concrètement. Mais je suis toujours frappé quand, par exemple, je vais parler avec mes beaux-parents ou avec des voisins ou tout ça, de voir à quel point la personne qui habite à côté peut avoir une existence complètement différente. Par exemple, cette idée de se réapproprier des champs, des terrains, quitte à aller à l'affrontement, de par exemple, envisager qu'il est possible de bloquer Amazon en disant « mais non, ça suffit, ce monde-là, ça suffit ». De voir la personne qui habite à même pas 10 mètres de chez moi, qui va me dire pourquoi en fait, c'est très bien Amazon, je reçois, et on a beau leur expliquer par des mots, leur montrer les résultats de ces politiques sur les ouvriers exploités, sur la pollution des terres, etc. Il y a une sorte de dimension parallèle dans laquelle ils vivent, et je trouve que c'est assez frappant de voir à quel point ce pays, la France, qui est quand même un petit pays, est morcelé de gens désormais qui vivent
des existences totalement parallèles, mais qui n'ont plus grand-chose à voir. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je bosse à France Inter, et à un moment donné, j'entendais souvent les journalistes dire « Je ne comprends pas pourquoi, dans les banlieues, dans les cités, les gens ne sont pas plus Charlie, par exemple. » Il y a quelques années, c'était ça le discours. Mais moi, j'y ai grandi. Je comprends aussi comment cette séparation s'est faite entre entre un avenir qui n'est plus commun. C'est-à-dire que quand tu galères pour avoir de quoi manger, que tu vis dans un tout petit appartement, ça a été le cas encore avec ce confinement, que tu es à 7-6 dans un tout petit appartement et que tu ne sais pas comment bouffer à la fin de ton mois, c'est vrai qu'il y a des considérations qui vont te passer largement au-dessus. Et en plus, pour aller chez toi, tu dois prendre un bus qui ne circule plus, que tu n'as plus de RER, que tu n'as plus de service public, que tu n'as plus de petits commerces de proximité. Comment tu veux avoir l'impression de faire partie d'un tout? Et c'est vrai que cette convergence des luttes, il est nécessaire de créer des médiations entre tout plein de petits groupes disparates. Et ça prend du temps et une véritable volonté. Et pour ça, il faut, je pense, c'est là que je rejoins ce que disait Alessandro, il va vraiment falloir s'engager activement et des fois même de manière virulente pour que toute cette communication et cette convergence des luttes puissent se refaire, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai pays, un territoire éclaté en termes de vision. C'est presque, tu as relancé, c'est un devoir de philosophie qu'on a fait, tu finis par une question en fait. Et donc ça y est, on repart pour 1 heure et demie d'émission. J'imagine que Jade, Alessandro et Alice seraient ravis de réagir et de rebondir. Et puis comme on n'a pas de contraintes horaires, mais j'essaie de ne pas faire des émissions trop longues quand même, j'ai vu Alessandro lever le doigt. Vous vouliez rajouter quelque chose, Alessandro? Alice aussi. Bon, allez, c'est reparti. Non. Mais ouais. Sinon, mais allez-y. Le lien aussi avec ce que disait Jade juste avant, c'est que c'est pas par des discours politiques abstraits que c'est pas en convainquant le voisin que Amazon c'est de la merde que tu l'amèneras dans une lutte collective. Et c'est pour ça que c'est fondamental d'insister sur le côté joyeux et plaisant et revivifiant de la lutte en elle-même, quoi. Pas tellement pour les objets. C'est ça, pareil, c'est quelque chose que découvrent les gens comme moi qui vont sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, que sans m'être vraiment posé la question, j'envisageais ces luttes-là comme quelque chose d'intrinsèquement assez pénible, quoi. Comme des gens convaincus, qui ont un idéal, qui visent un objectif lointain et qui souffrent pour l'atteindre. En fait, c'est pas du tout ça, parce que le point central, c'est la joie, l'intensité de vie que procure cette activité-là, la sensation de réappropriation de tout plein de domaines de son existence. Et c'est en mettant en avant le côté pas du tout sacrificiel, pas du tout triste de ces luttes collectives territoriales, qu'on les amplifiera, parce que mettre en avant les objectifs abstraits des injustices lointaines qui ne concernent pas forcément les gens, etc., ça n'a pas le moindre impact, quoi. Ou alors un impact de quelques minutes, qu'on se dit « Ah ouais, vraiment, c'est horrible », et 2 minutes après, on n'y pense pas. C'est ancrer justement la politique dans des choses extrêmement concrètes du vécu quotidien et de joyeuses, attrayantes, dites désirables, et pas du tout dans le registre du sacrifice, de la privation, etc. Alice Leroy. Oui, c'est simplement sur cette histoire des personnes qui ont des revenus bas ou des jeunes de banlieue qui subissent des discriminations. Moi, j'ai le souvenir de Julien, que connaît Jade d'ailleurs, parce qu'elle lui a donné la parole à Mediapart pendant une marche pour le climat. Il racontait que c'était la première fois qu'il manifestait. Et Julien, un jour, il nous a dit, donc il fait partie de notre collectif, c'est un Gonessien, il nous a dit c'est pas parce que je suis un jeune de banlieue que je trouve ça bien de faire une piste de ski artificielle dans ma commune. Et donc, je crois que aussi il y a quelque chose, c'est que de plus en plus de gens, peut-être pas ton voisin, Frédéric, ou certains de tes voisins, mais de plus en plus de tes voisins sont convaincus et sont pas dupes de ce qu'on leur vend comme salade, en fait. Enfin, c'est pas des salades d'ailleurs, de ce qu'on leur vend comme entrepôt Amazon et comme piste de ski artificielle et comme parc aquatique climatisé. Et moi, j'ai l'impression qu'on peut monter des luttes joyeuses, fatigantes mais joyeuses, avec Julien et toute sa bande de copains de Gonesse. Merci beaucoup Alice Leroy, et ça ramène
à cette idée de sens commun et de bon sens commun presque, j'ai envie de dire, dont parlait tout à l'heure Jade Lingard. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Jade Lingard, merci Alice Leroy, merci Alessandro Pignocchi, merci Frédéric Sigrist. Cette discussion était passionnante et je pense que c'était le volet 1 d'une discussion qui pourra donner lieu à un volet 2. Voilà, le robinet de discussion et de réflexion est ouvert puisque l'effet pangolin est parti pour durer bien au-delà de cette période incertaine de confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement. Enfin, on n'en sait trop rien. En tout cas, on est là et pour durer. Et en tout cas, on l'espère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la semaine prochaine, pas d'effet pangolin la semaine prochaine. On vous embarque pour le Gaïa World Tour, un truc absolument dingue qu'on a monté avec tout un collectif d'associations. On va tout simplement faire 30 heures de direct non-stop avec Hubert Reeves, Hélène Courtois, avec Sabrina Krief, François Sarano, Jane Goodall, Gunther Paoli, Camille Etienne, Adélaïde Charlier, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes et surtout on va partir sur tous les continents, dans tous les océans. On sera dans le Pacifique, dans l'océan Indien, l'océan Atlantique, on ira dans les Caraïbes, à Taïwan, à Hong Kong, également aux Antipodes, en Nouvelle-Zélande et puis évidemment en France. Donc, scientifiques, activistes, artistes, citoyens. Je suis absolument emballé par ce projet, vous pouvez vous en douter. Rendez-vous donc vendredi prochain à 18h et on rendra l'antenne le samedi, 30 heures après, à minuit. Pas mal ça quand même. Donc on vous attend bien sûr, je vous donne rendez-vous dès 18h vendredi prochain. Et puis la semaine suivante, on aura une émission spéciale l'effet pangolin en association avec Change Now et nous recevrons Monsieur Bertrand Picard. Voilà un beau mois de juin qui s'annonce pour nous dans cette aventure de l'effet pangolin avec le festival Atmosphère. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux. L'émission est en ligne sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez vous abonner, liker et partager. Et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, évidemment, avec le hashtag l'effet pangolin. Merci encore une fois à Info Durable, notre partenaire qui relaye l'émission. Et puis merci à toute l'équipe du Festival Atmosphère qui a contribué à ce que cette émission existe. On l'a montée en une semaine, cette émission, à l'époque quand même. C'est dingue. Et puis ça fait déjà plus de 2 mois maintenant. Merci à Pascal Signolet, Laurence Lafito, Virginie Delagrange. Merci également à Laurent Letriard, Marie-Lou Signolet, Mélanie Faure, Julie Lefebvre, Solange ainsi, Marie-Odile Manchicourt. Merci Marie-Odile et Steve Albaré. Merci également pour leur aide à F5 et Raphaël Sigmuller de Uprightly. Merci Frédéric Sigrist. Merci à tous et à la semaine prochaine pour le Gaïa World Tour. Salut.